Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Nomination des mandataires par ordonnance présidentielle à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP. Les agents et fonctionnaires de l'État refusent et demandent la sursis de cette nomination qui, pour eux, viole la loi. Sauf changement des dernières minutes, les secrétaires généraux de l'administration publique qui ont présenté les concours seront publiés officiellement ce mercredi 16 novembre 2022. C'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui l'a annoncé lors de sa rencontre surprise avec les agents et fonctionnaires de l'État venus l'exprimer leur indignation suite à la nomination des mandataires par ordonnance présidentielle à la CNSAP. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Nomination des mandataires à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État CNSAP par ordonnance présidentielle. Les agents et fonctionnaires de l'État réunis au sein de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP désapprouvent cette nomination et craignent que cette dernière ne leur retourne en arrière comme c'était le cas en 2009 où les agents étaient partis en retraite sans rien. Ce mercredi 16 novembre 2022, la délégation de l'INAP a barricadé l'entrée du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, juste pour l'exprimer son indignation. Il y a un article qui détermine comment est-ce que les conseils d'administration doivent être mis en place. Il y a les syndicats qui doivent être représentés dans pratiquement tous les domaines. Mais là, nous sommes face à des personnes qui ne sont ni des syndicats, qui ne sont ni de l'administration comme ça. En tout cas, nous tenions à vous exprimer notre désapprobation. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. La caisse nous appartient, c'est notre caisse. Moi, on coupe l'argent de tous les agents de carrière des services publics de l'État que nous représentons et dont nous sommes nous-mêmes aussi agents. C'est pourquoi on tenait venir vous demander comment est-ce que vous avec lesquels nous avons toujours marché, et qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on en arrive là finalement? Pour les agents et fonctionnaires de l'État, si la remise et reprise est faite au sein de la CNSAP, leur réaction sera farouche. Là, nous voulons vous dire que si dans l'entretemps, vous organisez la remise et reprise, ne soyez pas surpris de notre réaction. Voilà. D'une oreille attentive, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. J'ai écouté vos préoccupations. Je les ai notées. Je ne sais pas quoi vous dire là maintenant, vous répondre sur le coup en public en plus. On aurait dû solliciter une audience en bonne et due forme comme on l'a toujours fait, on allait en discuter. Là, je suis dehors, je ne sais pas, il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai noté vos préoccupations. Elles seront présentes. Je suis d'accord avec vous, je dis, j'ai noté. Vos observations, je les transmettrai à qui des droits. Depuis l'Australie, en mission de service où il se trouve, le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, Fidel Kiangi, dit avoir suivi avec beaucoup de peine et s'interroge sur la nomination des dirigeants à la CNSAP par ordonnance présidentielle. Le chef de l'État a nommé un président du conseil d'administration. Lui-même le sait que son ordonnance portant modification et complétant la création de la CNSAP a prévu que le président du conseil d'administration de la CNSAP sera élu par ses pairs administrateurs. Nous ne savons pas par quel moyen, qu'est-ce qui a motivé le vice-premier ministre qui lui a proposé cette nomination qui viole l'ordonnance du président de la République. Nous ne comprenons pas. Et pourquoi seulement en ces moments de la réforme de la CNSAP qu'on viole la loi, s'interroge le président de l'INAP. Mais à quel moment on prend cette ordonnance? À quel moment cette décision arrive? C'est au moment où le chef de l'État signe une loi où il demande la mutation de la CNSAP. Ça veut dire qu'on puisse ajouter à la CNSAP l'armée,
la police, la magistrature et l'enseignement. Ça veut dire les enseignants, les militaires, les policiers et les magistrats sont maintenant partie intégrante de la CENSAP. Et c'est lui qui a mené les études pour que ce basculement puisse se faire dans des conditions les meilleures, puisse réussir. On trouve le moyen pendant qu'il est en train de réformer, d'appliquer les études qu'ils ont menées. C'est à ce moment-là que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, va proposer au chef de l'État de les remplacer. La CENSAP est l'effort des agents et fonctionnaires de l'État. Elle ne peut pas être gouvernée par les politiciens, insiste le président de l'INAP. Nous avons toujours dit la caisse des agents et fonctionnaires de l'État ne sera jamais gouvernée par des politiciens. Nous disons non, que les politiciens aillent gérer les entreprises publiques que les politiques ont créées. La nouvelle convention de gestion des établissements publics d'enseignement maternel, primaire et secondaire continue à enregistrer des adhésions du côté des confessions religieuses, partenaires privilégiés de ces sous-secteurs de l'éducation. Après la première vague du vendredi 11 novembre dernier, où 6 confessions religieuses avaient signé aisément cette nouvelle convention, les représentants des 5 autres ont apposé leur signature sur ces documents ce mercredi 16 novembre 2022. Les représentants de l'Église de Réveil au Congo, le révérend Israël Dodo Kamba, de la communauté islamique, de l'armée du Sali, colonel Matondo Gratien, de la mission évangélique des Adventistes du 7e jour, pasteur Lamek Barishinga, et celui de l'ESECO, Monseigneur évêque Fumuma Panda Malanda, ont tous signé cette convention avec l'État congolais représenté par le professeur Tony Mwabakazadi, ministre de l'EPST, au profit de l'encadrement des enfants. Devant la presse, les représentants de l'Église de Réveil au Congo, le révérend Israël Dodo Kamba. Eh bien, c'est un sentiment de joie, il faut l'admettre, parce que depuis tout ce temps, nous fonctionnions sans toutefois ratifier ce qui a été arrêté, ça fait plusieurs années, plusieurs décennies. Donc, cette fois-ci, nous pourrons dire que actuellement, nous fonctionnons selon que nous avons voulu, selon que nous nous sommes convenus. Quant aux représentants de la communauté islamique, cette convention donne un nouveau souffle à l'appareil éducatif et pour cela, il faut encourager le dynamisme de Tony Mwabakazadi, ministre de l'EPST. L'élan est déjà lancé et notre pays a besoin de telles activités et les écoles doivent fonctionner. Et ceux qui sont appelés à le faire, c'est selon les règles qui sont convenues. Et nous pensons que le sérieux doit être signalé. À la demande du révérend Israël Dodo Kamba, le ministre Tony Mwaba a décidé de la création d'un cadre de concertation permanent entre le ministère de l'EPST et les confessions religieuses ayant signé cette nouvelle convention. Pas de négociation avec le M23, déclare d'un ton ferme le président national de l'ECID et coordonnateur principal de la plateforme Lamouka, Martin Fayoulou Madidi. On ne peut pas demander à la RDC de dialoguer avec le M23, encore qu'ils ne sont pas congolais, pendant que le Rwanda refuse de dialoguer avec les FDLR et l'Ouganda avec les ADF. Au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 16 novembre 2022 à Kinshasa, le numéro 1 de cette formation politique s'inscrit en faux contre les accords de Nairobi et soutient l'idée d'une guerre contre les agresseurs de la RDC afin d'y mettre un terme définitivement. Nous disons que la paix s'est gagnée par les combats, non pas une trêve. Nous voulons une paix durable et définitive. Toute paix qui viendrait en dehors de l'implication de notre peuple et de nos forces armées ne pourra être qu'une paix de façade, comme ce fut le cas avec le CNDP et le M23-1. Le processus de Nairobi obéit au même modus operandi. C'est donc du déjà vu et nous n'en voulons pas. Par ailleurs, ayant constaté la faiblesse, mieux l'impuissance de la MONUSCO sur le sol congolais,
Martin Fayulu Madidi prône pour le retrait et une requalification de la mission onusienne. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit formellement condamner le Rwanda et l'Ouganda et leur demander de retirer leurs troupes de la RDC. Cette agression est en effet une violation grave de la Charte des Nations Unies. Il faut enfin mettre un terme au mandat actuel de la MONUSCO et la remplacer par une nouvelle mission qu'on appellerait ONU-RDC, Opération des Nations Unies en RDC, avec un mandat offensif de rétablissement de la paix et de maintien de l'intégrité territoriale de la RDC. Face à cette situation d'agression et d'insécurité qui continue à sévir la partie est de la RDC, le leader de la MOCA appelle la population à une forte mobilisation derrière les FARDC en vue de sauvegarder l'intégrité territoriale. Le projet Sauvons le Congo, deuxième épisode, initié par le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, MRJUCO, présenté aux représentants des confessions religieuses ce lundi 14 novembre 2022 à Kinshasa. Cadre choisi, la salle des conférences du Centre pour handicapés physiques. Devant les différents représentants des églises de la RDC, la vice-présidente du MRJUCO et le secrétaire général Patrick Ekouchou, en nom du président national du MRJUCO en mission, Maître John Mbayantita, expliquaient aux représentants des confessions religieuses l'objectif du projet Sauvons le Congo, deuxième épisode, et les soucis du MRJUCO. Le MRJUCO avait pensé que si chacun de 800 partis et regroupements politiques mobilisait 100 jeunes, on aurait 800 000 recrues. Et si environ 5 000 églises mobilisaient chacune 50 jeunes, on aurait 250 000 jeunes. Ajouté aux 80 000 de partis politiques, le pays aurait au total 330 000 jeunes recrues, soit 0,33% de la population congolaise estimée à 100 millions d'habitants. Après cette présentation de l'opération Sauvons le Congo, le MRJUCO et les confessions religieuses ont pris l'engagement de regarder dans la même direction. Nous sommes convaincus que les échanges qui auront lieu ce jour après la présentation de cette initiative nous permettront de regarder dans la même direction pour traduire en actes l'appel à la mobilisation lancé par son Excellence le Président de la République le 3 novembre dernier et auquel plusieurs compatriotes, dont le jeune, ont répondu massivement et se sont enrôlés dans l'armée. Sauvons le Congo, deuxième épisode, ne va réussir qu'avec l'accompagnement de tous. Plus de 500 000 personnes vivent aujourd'hui avec le VIH en République démocratique du Congo et près de 20 000 ont contracté le virus en 2021. Les estimations indiquent que 14 000 hommes, femmes et enfants seraient décédés des suites du VIH dans les pays l'année passée. Et à l'approche de la journée internationale de lutte contre le sida célébrée le 1er décembre, les Médecins sans frontières, MSF, qui ont totalisé 20 ans des prises en charge gratuite du VIH-Sida en République démocratique du Congo, dresse un tableau sombre dans la prise en charge de personnes vivant avec le VIH. Certes, plusieurs avancées ont été obtenues, mais les défis à relever sont encore énormes, s'inquiètent les Médecins sans frontières au cours d'une conférence de presse organisée ce mardi 15 novembre 2022 à Kinshasa. Cet anniversaire, c'est vrai qu'on a réalisé des projets, mais c'est avec un goût amer. Parce que nous ne sommes pas encore satisfaits. Il y a encore des besoins et il nous faut prendre le devant. Si nous voulons avoir une génération sans sida, il faudra que des enfants ne soient pas contaminés.
La prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant enregistre des reculs depuis quelques années et les 2/3 des enfants vivant avec le VIH ne sont pas sous traitement antirétroviraux ARV. Une occasion pour les MSF de solliciter l'implication des acteurs des luttes contre le VIH. Nous déplorons qu'en RDC, qu'il y a encore des personnes qui décèdent du VIH. Aujourd'hui, il y a des enfants qui n'ont pas accès au traitement antirétroviraux. Aujourd'hui, il y a des femmes enceintes qui n'ont pas accès au dépistage. Il y a encore des ruptures des médicaments ARV et des endroits non couverts par le VIH suite à l'insuffisance des financements. Nous appelons tous les acteurs de lutte contre le sida de mettre les moyens nécessaires pour accélérer la lutte contre le VIH-Sida. Ce 20e anniversaire des MSF, dont la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida sera célébrée par des expositions de photos gratuites VIH-Sida, caravanes motorisées, campagnes de dépistage gratuites et marches. 40 jours se sont déjà écoulés depuis que disparaissait l'honorable Mbalawa Lipessi, ancien chef du groupement Mbekana. La célébration de ces 40 jours de deuil s'est déroulée le samedi 12 novembre au village Mbekana. Plusieurs personnes ont rehaussé de leur présence, entre autres l'actuel chef du groupement Tony Boadi, les chefs coutumiers, la famille ainsi que la population. Une minute de silence a été gardée en mémoire du feu Mbalawa Lipessi durant cette cérémonie. Prenant la parole, le chef Tony Boadi a remercié la population de Mbekana d'avoir gardé en mémoire les bonnes œuvres du feu honorable Lipessi et souhaite emboîter les pas de son prédécesseur en réalisant plusieurs projets de développement dans ces contrées. Présents, les chefs coutumiers se sont exprimés. Honorable Mbalawa azalaki parmi ba vie oyo bazalaki na installation ya Grignotage, musique, danse étaient au rendez-vous pour clôturer en beauté cette cérémonie. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi avec le même plaisir.